Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. On renoue avec le débat à la faveur de la désignation de notre compatriote, le professeur Daniel Onaondo, au poste de président de la commission de la CEMAC. La CEMAC, ce sera l'essentiel de cette émission, le 1e numéro de votre émission Vendredi politique sur les antennes de Gabon Télévision. Et pour en parler, c'est tout un honneur pour nous. Nous avons pour la première fois sur ce plateau un député CEMAC. Il s'agit de M. Alexandre Yubangoy Mbila. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va certainement, dans les échanges qu'on va avoir dans un instant, peut-être parler de vous-même. Vous allez aussi nous présenter un peu la CEMAC dans ses différentes articulations, les organes, comment ça fonctionne, les ambiances là-bas en termes de travail. Vous allez peut-être nous expliquer quels sont les différents dossiers sur lesquels vous planchez présentement les plus urgents, fondamentalement qui conditionnent l'intégration de la sous-région. Et comme vous êtes également député à l'Assemblée nationale gabonaise et député au premier siège de la Lebombi-Leyou, on va également aborder cette dernière partie donc, de notre émission pour savoir quelles sont les attaches que vous gardez aujourd'hui malgré le fait que vous partiez chaque fois en Guinée équatoriale pour représenter, disons, la CEMAC au sein de la structure. Voici à peu près le petit canevas, juste pour nous aller à la découverte d'un député CEMAC et comment ça travaille là-bas, qu'est-ce qu'on fait exactement, et voir un peu quels sont les liens, les rapports toujours avec le pays, même si on est plus ou moins détaché. Alors, pour parler de tout cela, je suis avec Éric Molé-Molé. Et peut-être, Éric, une première question concernant peut-être, nous tous, nous avons été agréablement surpris et nous avons félicité donc M. Daniel Onaondo pour cette brillante promotion. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un président de la commission CEMAC et surtout de la carrière de M. Daniel Onaondo? Merci de m'avoir invité déjà. Et effectivement, je vais répondre d'emblée à votre question. Vous m'avez déjà présenté. Je peux vous dire déjà, d'emblée, je félicite déjà l'arrivée de notre ancien Premier ministre, M. Daniel Onaondo, au poste de la présidence de la commission de la CEMAC. La CEMAC, comme vous le savez, est une institution sous-régionale qui effectivement travaille aux destinées de notre sous-région, qui effectivement comporte les 6 États que vous connaissez bien. Je crois qu'il y a le Tchad, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo et la Centrafrique. Alors, la commission, comme je disais tout à l'heure, a ce travail de la gestion même de l'organisation de notre sous-région. Et dans ce sens, effectivement, il y a effectivement une organisation qui est en place, qui est mise en place, mais il n'y a pas que la commission. La commission, elle, on peut la mettre au rang de l'exécutif, parce que c'est elle qui, effectivement, développe toutes les activités de développement, d'administration de la sous-région. Mais à côté, il y a 2 organes. Vous avez l'institution du Parlement, dont je fais partie, qui siège à Malabo, qui comprend 35 députés, dont 5 députés par État, qui elle aussi administre, légifère au texte dans le cadre du processus décisionnel et dans le cadre du contrôle démocratique, qui suit l'activité de la commission. C'est un peu l'exemple au niveau national où vous avez l'exécutif, le président de la République avec tout le gouvernement, et à côté vous avez le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Bien, on va revenir peut-être plus largement là-dessus quand on parlera un peu de la structuration de façon globale, l'organigramme même de la CEMAC. Un petit retour un peu sur votre parcours. Vous avez eu un bac D à cette époque, quelques petits souvenirs, et puis vous avez engagé des études économiques, et puis aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes. Oula, je ne vais pas vous trahir un petit secret. C'est vrai que j'ai eu un bac D et que je me suis orienté dès le départ en médecine.
Ben, je n'ai pas pu le continuer parce que, bon, vous avez, il y a des vicissitudes de la vie de tous les jours et j'ai dû me réorienter en économie, particulièrement en sciences éco. Et il y a 20 ans, 25 ans. Il y a longtemps. Voilà. Mais je n'ai même pas d'ailleurs terminé ces études. Et j'ai dû m'orienter à une spécialité, la douane gabonaise. La douane d'ailleurs, où j'ai fait mes études à Neuilly, il y a de cela 20 ans d'ailleurs, en 1985. Et j'en suis sorti inspecteur et terminé actuellement comme inspecteur principal en 2004, parce que qui coïncidait d'ailleurs en 2011, qui coïncidait avec mon arrivée au Parlement. Et donc, à l'issue de ça, j'ai participé à un appel à candidature au niveau de l'Union européenne, où je suis expert depuis 2010. Voilà. Depuis 2010. Je voulais peut-être m'arrêter là un peu. En quoi consistait votre travail en qualité d'expert de l'Union européenne? Ben, j'ai participé à la réforme des administrations financières, notamment la douane et les impôts. Au Congo-Brazzaville, j'ai réalisé de nombreux projets, mais dans le cadre des douanes, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Bénin, et récemment, je serais parti en Centrafrique, mais je n'ai pas pu le faire compte tenu de mes préoccupations. Voilà. Donc, je suis expert, si vous voulez, pas à temps plein, mais à court terme. Court terme parce que je ne peux pas l'exercer compte tenu de mes préoccupations. Éric? Oui, alors au niveau de la sous-région, la CEMAC, vous êtes membre de la commission des finances au sein du Parlement communautaire. Quelles sont les innovations que vous avez apportées, votre expertise que vous avez par rapport aux questions douanières? Et surtout par rapport à votre background? Déjà, il faut que je vous décrive un peu le processus de travail, comment le travail se fait au niveau de la commission. Je fais partie de cette commission qu'on appelle la commission numéro 2 en fait. C'est la commission des douanes économiques, commerciales, chargée des affaires financières. Et je fais partie, et je suis d'ailleurs le premier rapporteur. Au niveau de cette commission, nous traitons essentiellement des affaires qui nous sont apportées, compte tenu de la navette parlementaire qui vient de l'exécutif. Naturellement, le gros de notre travail se passe pendant la session, la deuxième session. Donc, à partir du deuxième lundi du mois d'octobre, pendant 1 mois et demi, nous travaillons sur le budget de la communauté. Bon, il y a des affaires annexes, par exemple, l'étude sur le mécanisme de financement de la communauté, concernant notamment la TCI. Effectivement, c'est ça le vrai dossier, ou les dossiers que nous avons eu à traiter durant presque 3 ans concernant cette commission. Aujourd'hui, il y a la rupture des négociations de l'accord de partenariat entre l'Union européenne et la CEMAC. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les causes même de cette rupture-là? Je vous disais que les dossiers ne nous sont pas encore parvenus. Je peux vous vous toucher un mot là-dessus, parce que je suis, comme tout citoyen de la CEMAC. Ce dossier, effectivement, nous devons en débattre dans le cadre de cette session. Et nous attendons justement d'en débattre avec la participation du président de la commission et des membres de la commission et des commissaires concernés. On va retrouver à peu près ces dossiers quand on parlera un peu de tout le fonctionnement de façon globale, mais peut-être permettre aux téléspectateurs de faire véritablement connaissance avec la CEMAC. Vous avez commencé à égrener un peu les structures, les organes qui pivotent, qui sont tout autour en orbite par rapport au fonctionnement de l'institution. Est-ce que quand on est à Libreville, pour être concret, qu'est-ce qui peut symboliser la présence même de la CEMAC à Libreville? Je vais comme ça schématiser. Voilà. La CEMAC, c'est un organe, c'est une commission, c'est des institutions spécialisées et c'est des organes. C'est le Parlement communautaire, qui est un organe, qui est une institution aussi. Donc la commission, c'est l'exécutif, qui effectivement préside à la gestion de la communauté, donc qui met en place tous les projets intégrateurs, dont vous connaissez quelques-uns, naturellement, notamment les réformes institutionnelles, les grandes institutions qu'il y a. Vous avez à côté les institutions spécialisées. À Libreville, vous avez quelques-unes. Vous avez l'IEF,
C'est des institutions qui sont muées, qui étaient des institutions, qui L'Institut étaient des d'économie écoles et de finances. nationales, qui se sont muées suite à la volonté des chefs d'État pour essayer d'intégrer et de mettre d'uniformiser tous ces éléments-là. Donc, vous avez l'IF, vous avez, je crois, l'ISTA, vous avez l'ISTA. Voilà des institutions visibles au niveau de notre communauté, au niveau de notre pays. Et la COSUMAF. La COSUMAF d'ailleurs, qui est effectivement une institution financière. Alors, comment se passe le débat au sein du Parlement CEMAC? Est-ce que ce sont les mêmes règles de procédure en termes de communication, de circulation, d'échange d'informations, d'examen des dossiers? Est-ce qu'on vote en première, deuxième lecture? Ça se passe comment? Alors, le Parlement, c'est deux activités. C'est le contrôle démocratique et c'est la participation au processus décisionnel. Au niveau du contrôle démocratique, je vous disais qu'on avait deux sessions. Une session qui débute le premier lundi du mois de février, une deuxième qui débute le deuxième lundi du mois d'octobre. Au niveau de la première session, qui est une session administrative, vous avez des affaires juridiques. Celles concernent par exemple des problèmes qui nous ont dominé ces dernières années, c'est le lac Tchad, c'est la mise en place du règlement intérieur du Parlement. Donc cette commission travaille sur ces aspects juridiques. Vous avez cette commission, la deuxième session, donc qui commence le deuxième lundi du mois d'octobre, qui est essentiellement une session budgétaire. Alors à ce moment-là, nous avons, dans le cadre de cette session, la présentation du programme du fonctionnement, disons pas la présentation du programme, mais oui, la présentation du programme, du rapport du fonctionnement, de l'évolution de la communauté qui est fait par le président au niveau du Parlement, qui est présenté. À l'issue effectivement de cette présentation, les députés effectivement émettent des avis. Ils peuvent effectivement émettre des résolutions, voire des amendements. Nous pouvons même saisir, nous émettons en fait des avis. Par contre, au cours de cette même session, nous pouvons interpeller la commission, les membres de la commission. Nous pouvons interpeller le conseil des ministres. Nous pouvons interpeller le comité interministériel. Voilà un petit peu ce qui se passe pendant cette commission. Voilà. Est-ce que le Parlement peut infléchir les décisions prises par l'exécutif, notamment la commission? Tout à fait. Je vous parlais tout à l'heure des amendements que nous pouvons mettre sous forme de résolution. Donc nous apportons une part à la finition des affaires qui nous sont soumises. Voilà. Le principe de la séparation des pouvoirs est bien établi. C'est bien établi. C'est bien établi. Voilà, autre chose, peut-être à l'image de ce qui se passe dans les parlements locaux, est-ce qu'il y a des groupes de travail là-bas? Est-ce qu'il y a, par exemple, il y a aussi peut-être les groupes d'amitié, par exemple, que l'on retrouve dans les parlements, groupes d'amitié, par exemple, tel pays, ou groupe ceci, comme vous avez également à l'intérieur, par exemple, commission, finance. Est-ce que c'est à peu près le même tableau? C'est prévu dans le règlement intérieur, ce que vous dites, mais vous savez, nous sommes un Parlement en gestation. Nous, de la CIP, nous sommes en Parlement. Et en Parlement, on est encore en train de finaliser tous les soubassements réglementaires du Parlement. Tous ces éléments, en commençant par les commissions elles-mêmes, qui sont au nombre de 2, nous avons des commissions ad hoc qui ne fonctionnent pas, c'est vrai, depuis que je suis arrivé, mais néanmoins, c'est prévu par le règlement. Et pour le moment, le fonctionnement du Parlement s'arrête à ce niveau. Et le travail se fait dans ce cadre-là. Nous avons une plénière où nous débattons des problèmes. Concernant l'exécutif, nous recevons la présentation du programme d'action du président de la commission. Il présente chaque année en deuxième session le rapport sur le fonctionnement et l'évolution de la communauté. Et nous pouvons aussi, il peut être soumis aussi à notre pour avis, les actes additionnels concernant par exemple la libre circulation. On va en parler. Concernant les programmes d'association, enfin les accords d'association avec les pays tiers, c'est le cas des APE,
Donc tous ces éléments-là, on nous les soumet. Bien. En parlant des APE, est-ce qu'on peut parler d'une coopération interparlementaire? Quelles sont aujourd'hui vos relations, par exemple, avec vos collègues de l'Union européenne? Bon, en tant que député, je fais partie d'une commission. Je sais que ces éléments qui relèvent de la coopération interparlementaire sont pilotés et organisés par le bureau, donc par le président du Parlement communautaire et les membres du bureau. Et effectivement, ça se fait parce que nous avons assisté de temps en temps le président de la commission du Parlement avec quelques membres prennent part à des grandes conférences telles que les accords, l'environnement, les problèmes sur l'environnement qui ont eu lieu à Paris, sur la COP 21. Nous avons pris part à travers le bureau du Parlement de la communauté. Bien, peut-être Eric aborder la question au plan des missions. On sait que fondamentalement la mission de la CEMAC c'est l'intégration au plan régional. Est-ce que, de point de vue des structures, est-ce qu'il existe quelque chose comme une espèce d'observatoire un peu au plan politique pour le suivi un peu du processus de démocratisation au niveau des États qui composent la CEMAC? Et si c'en est le cas, qu'est-ce qui est fait dans ce domaine? Bon, moi, je sais qu'au niveau des outils, même au niveau du fonctionnement du Parlement, nous, en tant que députés du Parlement, on a des outils qui sont mis à notre disposition. On peut interpeller, on peut poser des questions orales, on peut aussi poser des questions écrites. Excusez-moi, mais on ne vous entend pas beaucoup sur ce plan-là. Il y a plein de processus électoraux où vraiment il y a pas mal de problèmes. Aujourd'hui, on parle de dialogue politique au Gabon. C'est à la suite d'une élection qui aurait été assez tumultueuse. Est-ce que vous avez un regard véritablement? Très bien. Je tiens à vous rappeler, peut-être effectivement ça a été fait discrètement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait une mission du Parlement communautaire composée d'un certain nombre de députés de la sous-région qui ont pris part effectivement à l'observation de nos élections et qui ont élaboré effectivement un rapport là-dessus. Mais qui n'a pas été rendu public? Bon. Je ne sais pas dire, mais c'est des collègues qui ont fait ce travail. Je ne sais pas encore ce que ça en est. Comment le percevez-vous? Nous avons les eurodéputés qui se sont prononcés sur le processus démocratique au Gabon. Et là aussi, on ne vous a pas entendu. Sur le contentieux électoral. Il est quand même surprenant que les parlementaires que vous êtes de la sous-région ne vous prononcez pas sur la question. Est-ce qu'il y a eu chape de plomb qui pèse sur le Parlement sous-régional? Non, mais je crois que c'est peut-être un problème de procédure. Et un problème c'est un problème peut-être c'est plutôt des procédures. Moi, je ne verrai pas ça comme ça. Puisque les rapports sont bien là, il y a un rapport de mission. Naturellement, on ne peut pas penser qu'il y ait eu des parlementaires qui aient fait une mission dans un lieu, et dans cet événement-là, tel que celui-là, et qu'il n'y a pas eu de rapport. Nous avons le rapport. C'est peut-être la communication qui ne s'est pas faite au niveau public. Mais je sais que les responsables des élections dans le Gabon doivent détenir ce rapport, effectivement, qui ont recueilli les avis des députés. Les eurodéputés ont demandé des sanctions contre le Gabon. Est-ce que le Parlement CEMAC peut également contre-attaquer leurs homologues? Est-ce que vous entendez réagir par rapport à vos collègues, par rapport à ce qui a été dit à Bruxelles? Oui, nous entendons ce qu'ils disent. C'est d'abord notre rôle, parce qu'on entend et on voit. Nous, on se contente de ce que nous avons vu, nous. Et ça, c'est exprimé par le biais du rapport qui a été fait par nos collègues députés de la CEMAC. Bien. Alors, maintenant, ça nous permet quand même d'embrayer sur les grands dossiers, quand même. Là, on a peut-être parlé de dossiers politiques. Maintenant, fondamentalement, je pense qu'on va commencer par ce dossier qui, jusqu'aujourd'hui, n'est jamais bouclé. La question en rapport avec la libre circulation. Effectivement, le Gabon et la Guinée équatoriale sont indexés comme les récalcitrants par rapport à la libre circulation, les mauvais élèves. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce qu'au niveau du Parlement, vous évoquez ces questions? Qu'est-ce qui est envisagé? Qu'est-ce qui se fait? Faisons un peu le point. L'article 25 de la Convention prévoit que les problèmes relatifs à la libre circulation doivent être soumis au Parlement pour avis. Effectivement, ce problème ne nous est pas encore parvenu. Et il devra faire l'objet du débat à la session actuelle.
c'est-à-dire dans une semaine. La semaine prochaine, nous devons en débattre. Ce sera l'aboutissement, pas l'aboutissement, mais en tout cas l'amendement du Parlement sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Voilà un petit peu ce que je vais vous dire. Mais néanmoins, comme citoyen de la CEMAC, je constate, lors de l'entrée à vigueur de la libre circulation, il y a eu quelques couacs. C'était dû essentiellement, non pas, on ne peut pas dire Gabon, Guinée, quoi, non, c'est peut-être fondé. Il y a eu des préalables à la mise en place de la libre circulation. C'est le passeport CEMAC, c'est le contrôle des frontières, la mise en place d'un certain nombre d'éléments au niveau des polices de l'air et des frontières. Tous ces éléments-là, il faut le reconnaître. À l'époque où il y avait la mise en œuvre, certains pays membres n'étaient pas prêts. Donc nous, le Gabon, et peut-être, je crois, peut-être c'était le Cameroun seulement qui était prêt. Donc moi je pense que c'est un peu logique, naturel. Alors est-ce que vous pouvez nous confirmer que tous ces facteurs-là, notamment l'invasion démographique, déséquilibre au niveau des richesses, des PNB et autres et tout ça, du niveau des richesses de façon générale de tous les États qui composent l'Afrique centrale, est-ce que tous ces verrous-là, toutes ces inquiétudes ont été effectivement, disons, anéantis, on a dégagé tout cela et qu'on pense qu'effectivement qu'on peut mettre en route cette libre circulation? Je peux dire qu'en ce moment, les griefs qui ont été soulevés lors de la mise en œuvre sont pris en compte quand même. Il y a des avancées. Il y a des avancées sur le passeport CEMAC, sur la biométrie. Ces avancées sont palpables aussi dans un certain nombre de pays, des États membres. C'est le cas du Gabon, c'est le cas du Congo, c'est le cas de la Guinée équatoriale. On peut penser que ça devait se faire rapidement. D'autant plus qu'il y a eu une réaffirmation lors de la 30e conférence des chefs d'État à Libreville, je crois, en Guinée équatoriale. Donc, moi, je crois que l'on peut espérer. Voilà, avec votre expérience de douanier, peut-être nous expliquer un peu comment ça va maintenant se passer concrètement. Peut-être les hommes, on parle du passeport, mais la libre circulation des marchandises au niveau des frontières, ça va se passer comment concrètement? Il y aura la taxe, il n'y aura plus la taxe, ça sera revu à 50%, 25% pour tel type de marchandises. Est-ce qu'on peut, nous, Gabonais, facilement aller acheter un véhicule au Cameroun, ramener ça au Gabon sans être taxé à la frontière? Mais la question centrale, c'est de savoir est-ce que les pays de la CEMAC sont véritablement prêts à la constitution d'un marché sous-régional? Nous avons quand même fait beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. Ce dont vous parlez naturellement, principalement, concernant la douane. Vous savez que depuis 2000, nous avons un tarif extérieur commun. Ça veut dire que nous avons... Ça veut dire qu'il y a les frontières. Il y a des frontières, voilà, CEMAC. Vous avez... parce que au niveau de la taxe communautaire, vous n'avez que la TVA. Donc vous n'avez plus les autres éléments de taxes. Les taxations, les droits des douanes, les droits d'entrée, il n'y en a plus. Vous avez uniquement la TVA. Donc c'est déjà autant d'éléments qui montrent que nous avons un même système et une même région. Voilà un petit peu l'exemple comme ça brut que je vous donne. Éric, est-ce que vous ne trouvez pas quand même que les initiatives qui ont été prises au départ piétinent quand même? Et quels sont principalement les boulots d'étranglement? Voilà, comme dit Éric, est-ce qu'il y a quand même dans tout ça, il y a quand même un calendrier? L'organisation a démarré il y a de cela quelques années, on a posé les jalons, on se dit qu'à telle ou telle période, on devrait déjà atteindre tel niveau d'exécution, et puis peut-être en telle année, ce sera véritablement l'effectivité en termes de fonctionnement et même d'opérationnalisation. Vous savez, comme toutes les régions d'intégration, il y a toujours quelques petits couacs. Autant la CEMAC a fait quand même réalisé beaucoup de choses en ce qui concerne les politiques d'intégration. Autant on a relevé quelques couacs, je disais tout à l'heure. C'est notamment la non-application d'un certain nombre de mesures par un certain nombre d'États membres. Bon, le problème est connu et petit à petit, il s'emploie à le résoudre. Mais néanmoins, le calendrier continue. La volonté est là. La volonté est là. Voilà. Alors, autre chose, maintenant, on a parlé de cette libre circulation des hommes et des marchandises, mais au plan économique, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui comme étant un projet phare de la CEMAC et qui, d'ici peut-être 2 ou 3 ans, va changer fondamentalement le cadre de vie disons, des citoyens CEMAC? Vous avez les infrastructures, le projet d'infrastructure au niveau des corridors.
vous avez les routes qui rejoignent les capitales. Au niveau du Gabon et du Congo, cette route c'est déjà faite, je crois. Vous avez au niveau du Cameroun et de la Centrafrique, vous avez aussi ces corridors-là qui sont en train d'être exécutés. Vous avez un tas d'éléments, de choses qui sont faites du fait de la mise en place de ce programme d'intégration. Alors, il y a quand même parfois, chaque fois, les institutions parfois ont du mal vraiment à faire le point au niveau, par exemple, des cotisations. Comment vous financez tous ces projets? Dès la mise en place, effectivement, de la communauté, ce dernier s'est employé à mettre en place des mécanismes de financement, notamment par un seul élément, c'est la taxe communautaire d'intégration, la TCI. C'est un mécanisme qui est mis en place, qui permet de financer aussi bien les institutions dans leur fonctionnement, le Parlement, la Commission, les institutions spécialisées, sauf les instruments financiers, c'est-à-dire la COBAC, la BDAC, ceux-là ils sont financés d'une autre manière, je ne parle pas leur propre fonds. Par contre, les autres institutions dont je vous parlais, les institutions spécialisées, la SICOS, l'IEF et tout le reste, et le Parlement communautaire sont financés par la TCI. La taxe. Cette même taxe finance le FODEC, parce que la Commission a mis en place le Fonds de développement de la communauté, qui prend en compte les projets intégrateurs, avec tous les investissements qu'il y a, à une hauteur de 70%. Il faut comprendre qu'il y a 70% de cette TCI qui vont pour le FODOC, et les 30%, le reste pour le financement du fonctionnement de toutes les autres institutions. Et le FODOC, c'est les investissements des projets économiques et intégrateurs. Bien. Alors, on va parler, Eric, peut-être monnaie, puisque c'est monétaire aussi. Il y a le spectre de la dévaluation qui est le plus souvent brandi. On en parle peut-être pas avec beaucoup d'insistance, mais ça commence à beaucoup susurrer, murmurer. À votre niveau, est-ce qu'il y a déjà quelque chose en termes de réflexion pour essayer de parer à une éventualité de cette nature? Je peux dire que je ne peux pas parler à la place de la Commission. Non, parce non, que nous, c'est les législateurs. Voilà, oui. Mais néanmoins, je m'en réfère à la dernière conférence extraordinaire des chefs d'État à Yaoundé, le 23 décembre exactement du mois dernier. Il a été réaffirmé par l'ensemble des chefs d'État que ce n'était pas nécessaire le réajustement monétaire et qu'il fallait mettre en œuvre d'autres éléments pour pouvoir arriver à juguler ce problème dont on connaît. C'est une crise qu'on connaît. Et puis à maintenir les équilibres. Et à maintenir les équilibres. C'est de ça, c'est ces éléments que jusqu'à présent qui font exactement mon information. On a évoqué notamment les plans d'ajustement structurel. Nous savons ce que ça a donné dans le début des années, au milieu des années 80-90. Est-ce que nous allons partir sur le même modèle ou les plans d'ajustement structurel qui sont inadaptés au contexte économique et social de chaque pays? Parce que chaque pays de la CEMAC, c'est vrai, nous appartenons à une communauté, mais à ses spécificités. Non, évidemment. Parce que de ce que je retiens lors de ce sommet, je n'ai pas entendu parler des éléments allant dans ce sens. Parce qu'on ne parle même pas. Parce qu'on déjà, on écarte de facto ces éléments de réajustement monétaire. Donc, et on émet par d'autres mesures, par une réaffirmation, un réalignement de la gestion du budget à la gestion monétaire commune de la BAC. Bien. Donc voilà un peu des mesures subtiles qui sont faites par nos chefs d'État. Et moi, je crois que ça vient effectivement de Alors, nous ces éléments. le travail journalistique, c'est peut-être par anticipation, un peu faire aussi un peu dans la prévention en termes de réflexion. Il y a un autre débat, peut-être qui commence à prendre timidement, mais on en parle également. C'est la zone CFA, c'est le franc CFA. Il y a pas mal de pays aujourd'hui qui souhaitent que vraiment que cette monnaie soit revue ou qu'il y ait une certaine autonomie en termes de monnaie dans cette zone, qui ait plus toujours cette référence par rapport à la façon dont cet argent-là est géré avec l'ancienne colonie. Est-ce qu'à votre niveau également là-bas, vous avez quelques informations? Est-ce qu'il y a des choses, il y a une réflexion déjà qui est posée, ou bien quelque chose en termes de prévention, même de débat? Oui, Charles, plus clairement même, il y a les intellectuels africains qui sont vent debout contre
le CFA, le franc CFA, colonial, et qui parlent même de servitude monétaire. Est-ce que vous, au niveau du Parlement, vous avez pris conscience également de toutes ces questions-là? Nous attendons le débat. Le document va nous être fourni. C'est naturellement le débat consécutif à ces problèmes-là. Ils vont même être discutés là dans le cadre de cette session. Bien, merci. Alors, on aura l'occasion de vous en parler. On va quitter comme ça la CEMAC, hein, on en a suffisamment parlé. On va essayer de parler de vous-même encore, de votre avenir politique, puisque vous êtes député et vous êtes au premier siège de la Bombi-Léou. Question, est-ce que franchement, vous maintenez la même chaleur avec votre base électorale? Vous repartez là-bas de temps en temps? On sait que vous êtes en Guinée équatoriale. Oui. Effectivement, tout à l'heure, je vous ai donné un petit peu l'occupation de mes activités. Vous avez deviné subtilement à quel moment, à peu près, je peux être avec ma base. Vous avez, dans l'année, 2 sessions au Gabon, 2 sessions en Guinée équatoriale, qui s'entremêlent un peu. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes en intercession parlementaire au Gabon, nous sommes en session en Guinée équatoriale et vice-versa. Évidemment, je suis à l'Assemblée dans le cadre des activités pour lesquelles la population m'a envoyé. Donc, voter les lois, consentir l'impôt et puis contrôler l'action du gouvernement dans le cadre national. Et si on prend à cette échelle communautaire, c'est exactement la même chose. Le contrôle démocratique, la participation au processus décisionnel. C'est du travail qui se fait dans le cadre même du Parlement communautaire. Mais seulement, nous avons l'exécution des activités prioritaires de ce même Parlement. Par exemple, le contrôle des activités du lac Tchad, le contrôle des activités connexes telles que la mise en application de prélèvement de la TCI dans les pays. Voilà des activités que nous faisons en même temps. Mais seulement, effectivement, je trouve quand même là-dedans un peu de temps. Aller dans ma circonscription, d'Ogier, à faire des activités quand même, qui sont des activités d'entente, de rencontre avec la population qui m'a mise là. Et ces activités, de temps en temps, j'essaie de les déployer au fur et à mesure de mes capacités, de mes disponibilités. Alors, vous êtes député du premier siège de la Bombi-Léou. Moi, j'ai eu l'opportunité d'y être, notamment à Mwanda, et on a constaté que les voies d'accès, les voies secondaires à Mwanda sont complètement défoncées. Les structures hospitalières qui manquent d'eau, parfois l'eau est rationnée, l'électricité également. Et il y a également le problème de l'hôpital interdépartemental qui n'est toujours pas fonctionnel. Les travaux ont été lancés, qui sont suffisamment avancés, mais l'hôpital n'est toujours pas fonctionnel. Vous, à votre niveau, au niveau du Parlement, est-ce que vous avez porté ces problèmes-là? Très bien. Je vous ai donné tout à l'heure le rôle qui est le mien. Il y a 3 problèmes que vous avez posés. Ce sont des problèmes de santé, des problèmes éducatifs et des problèmes d'infrastructure. Les problèmes d'infrastructure, tout le monde le voit. Je ne peux pas dire le contraire. Ce qui est quand même paradoxal, hein, puisque Mwanda, c'est quand même une ville assez spéciale, c'est une ville minière. Le Gabon est le deuxième ou troisième producteur de gisements de manganèse. Deuxième producteur mondial. Mondial de manganèse, c'est quand même paradoxal. Comment on peut expliquer une telle situation? Vous avez raison, Mwanda, c'est une ville à forte vocation de développement, compte tenu de sa physionomie et de sa configuration. Mais néanmoins, Mwanda, c'est une ville gabonaise qui s'insère dans le cadre du programme national. Donc, aussi bien les infrastructures que le reste d'infrastructures, les infrastructures routières, qu'hospitalières et tout le reste, ça s'insère dans un cadre de développement national. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, vous avez tout à fait raison. Parce que l'image que dégage Mwanda en termes de route, effectivement, c'est comme si vous avez l'impression, à un moment donné, de mettre le pied dans la douleur. C'est vrai. Mais je sais que le gouvernement s'attelle, parce que je ne veux pas le défendre, mais je sais, moi, parce que j'ai pris part à des réunions où il est dit clairement que c'est une priorité. C'est une priorité. Au niveau des infrastructures, si vous prenez le programme des infrastructures, vous allez voir qu'il y a une prévision en ce qui concerne les voiries de Mwanda. Donc j'ai bon espoir que ce problème va être résolu rapidement.
En ce qui concerne les écoles, c'est vrai, il y a un état de délabrement très avancé. Il y a les écoles publiques, il y a les écoles confessionnelles et privées. Privées, oui. Dans les écoles publiques, l'État, effectivement, on constate que l'État n'a pas fait beaucoup d'efforts depuis un moment donné. Mais nous, les enfants de cette ville, nous avons plus ou moins apporté un peu du nôtre. Tout ça, c'est pour pallier. Parce qu'à un moment donné, l'État, qui a beaucoup d'occupations au plan national, peut suivre lorsqu'il y a un levier très fort. Nous avons constitué le levier pour un certain nombre d'écoles. C'est le cas de l'école publique, qui est la plus grande école, même la deuxième du Gabon, parce qu'elle fait 1700 élèves. Et nous avons apporté une amélioration, une réfection d'un certain nombre de bâtiments. À partir de 2014-2015, ces investissements, je crois que vous les avez vus. Si vous y étiez à Mwanda, comme vous le dites. Au niveau des écoles communales, c'est pareil. Et on a notre partenaire aussi, qui apporte un peu du sien. C'est la réflexion des écoles confessionnelles. C'est ce que fait Comilog en ce moment. Je crois que vous êtes passé par l'école Saint-Dominique, qui est la plus grande école aussi, la deuxième. Je crois que Comilog apporte du sien. Donc nous avons tous compris chacun que nous pouvons, en entendant, constituer le levier au gouvernement pour que ceux-ci se rendent compte qu'il y a un besoin et pour pouvoir pallier pour le moment aux préoccupations des uns et des autres. Est-ce que la solution durable, ce n'est pas finalement de prendre des décisions au niveau du Parlement plutôt que de vouloir se substituer à l'État? Très bien, votre question est bonne. Si vous voyez sur le budget 2017, vous allez voir que cette préoccupation est prise en compte. Vous avez la construction des écoles secondaires et des écoles primaires. Vous allez prendre dans le budget 2017, vous avez cette inscription. C'est déjà un espoir pour nous. Donc voilà un peu la question que vous posez. Elle est répondue par la prise en compte de ces éléments-là dans le budget 2017. Parlez-nous un peu de l'hôpital interdépartemental. Pourquoi ça traîne? Puisque vous êtes forcément au courant de ce dossier en tant que parlementaire. Bon, oui, dans le cadre de mes activités de contrôle de l'action, je suis allé depuis 2013 par trois reprises où effectivement j'ai dû relever ces dysfonctionnements. Et j'ai pris moi-même la responsabilité de souligner ce problème au niveau de l'Assemblée nationale. Ce problème, il faut d'abord comprendre que le budget, lorsque j'arrivais de construction de ce bâtiment qui était destiné pour la CAN 2012, le budget était quand même mis à hauteur de 300 millions. Après notre intervention avec le concours de mes confrères, de mes collègues de l'époque, donc à l'époque où le ministre Magnania était et le Bayora, le député de la Lekoko, nous avons réussi à élever le niveau du budget à 700 millions pour pouvoir accélérer peut-être ces travaux. Mais tout comme vous, effectivement, je suis plus ou moins étonné de voir que malgré cet effort que nous avons fait, effectivement les travaux avancent à une lenteur même moindre que les années précédentes. Est-ce que le Parlement, ça reste un questionnement. Finalement, puisque ça reste un questionnement, est-ce que le Parlement ne devrait pas, par exemple, ouvrir une enquête parlementaire sur ce dossier? Est-ce que ce n'est pas on ne peut pas d'abord parler de ça, parce que vous savez, le pays traverse aussi quelques difficultés financières. Tout à fait. Si vous avez vu le niveau d'exécution du budget de l'année 2014-2015, je mets au défi qu'on ait pu prélever des fonds suffisamment pour faire ça. Voilà. Donc, voir tout de suite... Et puis donc, il faut plus ou moins donc, capitaliser un peu tous ces facteurs pour comprendre si ça avance à quel rythme ça avance. C'est tout. Et bon, s'il y a eu un début, certainement, on aura on a tout l'espoir de voir que le projet puisse s'achever. Tout à fait. On va peut-être boucler par là, par le mandat local. On a parlé d'un renouvellement, disons, du Parlement. Ça a été projeté vers le 29 du mois de juillet. Peut-être, je vais trahir peut-être un secret ici. Est-ce que on vous sent encore très attaché à votre siège, attaché au problème quand même de la Lemobiliou, de Mwanda, on vous a entendu parler. Est-ce que vous projetez quand même repartir, aller demander un peu les suffrages, peut-être pour essayer de finaliser peut-être certains projets? Vous serez candidat à la prochaine élection législative? Très bien, mais il est important que je souligne quand même un aspect. Allez-y. J'appartiens à une famille, un parti qui a des règles. Ensuite,
dans mon mandat, il y a des actions. J'ai posé un certain nombre d'actions. Alors, entre la volonté du député que je suis, dans le cadre des actions que j'ai posées... Lesquelles? Des actions relatives à l'éducation, relatives à la santé. Comme quoi? Mais je vais vous les citer. Au niveau de la santé, nous avons maintenu 4 éditions qui conviennent à mon mandat parlementaire par année de caravane médicale, qui nous font quand même un budget de 200 et quelques millions, hein, avec le concours des partenaires, des amis à moi, hein, qui me sont proches. Nous avons réussi à maintenir des caravanes médicales qui ont pu pallier aux insuffisances dont vous soulevez tout à l'heure. Parce que c'est quand même un groupe de 10 à 8 médecins qui sont allés pendant 4 ans, une fois l'an, pendant une semaine, soigner, selon, après toutes les spécialités, les habitants de notre ville. Donc voilà un petit peu ce que nous avons pu faire dans ce cadre. Dans le cadre de l'éducation, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons entamé, parce que nous n'avons vraiment pas tout à fait fini, mais nous avons commencé la réflexion et même terminé presque pour quelques-unes, telles que l'école communale A et l'école communale C de l'EIMA. Nous avons fini toutes ces infrastructures. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous pensez rebeloter? Mais voilà, ça, il y a entre la volonté de l'homme, le désir, en fait, que j'ai, parce que pour moi, j'estime qu'il y a, non pas bilan, il y a des actions. Parce que le bilan, je n'ai pas de budget, moi. C'est le concours, les activités que je mets en place, que je mobilise pour pouvoir arriver à résoudre un certain nombre de problèmes à l'écoute de mes concitoyens. Donc, entre ça et ces actions, moi j'estime qu'il y a quand même ces actions à défendre, il y a une personnalité à assumer. Il est important quand même, pour moi qui suis, parce que c'est mon premier mandat, pour moi qui suis là, que je puisse montrer qu'il y avait la cohérence et de la continuité dans les actions que je posais. Le reste, c'est des problèmes d'éthique. Parce que l'âge viendra, à un moment donné, il faut bien s'arrêter. Si vous avez le quitus de votre formation si j'ai le quitus, évidemment, dans tout ça, il faut comprendre que j'appartiens à une famille politique. Si elle m'en donne l'occasion, je continuerai volontiers. Voilà, on va retenir tout cela que M. Yubangoy sera effectivement candidat si et seulement si il a le quitus, disons, de sa formation politique qu'est le Parti démocratique gabonais. Eric, nous sommes donc au terme de cette émission Vendredi politique sur nos antennes. On voulait vous remercier vraiment très sincèrement d'avoir honoré votre présence, disons, à ce 1e numéro de Vendredi politique. On a eu donc l'occasion un peu de parler, si on peut synthétiser, de l'arrivée à la tête de la commission de notre compatriote, le professeur Daniel Onaondo. On a parlé un peu de vous-même, on a parlé de l'organisation et du fonctionnement de la CEMAC, on a abordé pas mal les grands dossiers sur le plan économique, monétaire, libre circulation, et on venait donc de terminer avec la partie en interne concernant donc le député que vous êtes du premier siège de la Lebombi-Leyou. Merci, on va peut-être certainement vous solliciter une prochaine fois pour reparler à nouveau et de vous-même, et peut-être de la CEMAC. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro de Vendredi politique sur les antennes de Gabon Télévision. Bonsoir et à très bientôt.